Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Winemaker Show dans lequel je reçois Jérôme Grégoire. Alors c'est un épisode avec une histoire qui est assez marrante puisque il y a quelques mois maintenant j'ai reçu le message d'un auditeur, Jérôme en l'occurrence, qui me racontait écouter mon podcast et s'être lancé dans une aventure viticole avec ses frères et sœurs en Belgique. Il m'a invité à venir les voir et je lui ai dit écoute, un jour si je suis de passage pas très loin, j'ai la chance de venir du nord de la France donc je vais régulièrement pas très loin de la Belgique. Je lui ai dit si je passe pas très loin, promis, je viendrai te voir. Et quelques mois plus tard, l'occasion s'est présentée, je lui ai envoyé un message, il m'a bien sûr reçu, j'ai passé un excellent moment, j'ai même dormi sur place et c'était absolument magnifique. Jérôme a donc créé avec ses frères et sœurs le domaine Vin des 5, qui est un domaine en Belgique, qui va bientôt faire ses premières vraies vendanges. On a goûté une cuvée d'avant-première, mais c'était vraiment le tout début. Cette année, c'est les premières vendanges et les premières mises en bouteille, donc ça va être une aventure qui est absolument passionnante. C'est la première fois que j'interviewe quelqu'un qui est aussitôt dans son aventure, donc c'est un épisode qui nous permet de mettre en valeur qu'est-ce qu'il faut regarder, qu'est-ce qui est important de voir, quels sont les pièges dans lesquels il faut pas tomber, à quoi il faut vraiment réfléchir, et puis de comprendre la dynamique dans laquelle il se situe avec sa famille pour créer ce domaine, en plus de bien comprendre les aventures vitivinicoles en Belgique. Bref, je suis sûr que cet épisode vous plaira. Si ça vous plaît, contactez Jérôme, allez le voir en Belgique. Vous pouvez bien sûr dormir sur place, il y a un gîte qui est absolument magnifique. Si cet épisode vous plaît, n'oubliez pas de le partager autour de vous, envoyez-le à au moins 2 personnes. À bientôt, bonne écoute, salut. Et c'est parti du coup, bonjour Jérôme. Bonjour Antoine. Merci beaucoup de me recevoir ici. Alors tu nous accueilles depuis 12h30 à peu près, 12h45, on est arrivé un tout petit peu en retard ici, mais on est en Belgique. On est entre Namur et Liège à peu près, donc c'est grosso modo vers le milieu de la Belgique, ça commence à être un peu vers l'est de la Belgique. Tout à fait. Et je crois que tu m'as contacté il y a 6 à 8 mois, quelque chose comme ça, en me disant que t'écoutais mon podcast et que toi-même t'as commencé à faire du vin ici en Belgique. Alors on va revenir sur cette aventure. Et tu me disais mais si un jour tu veux passer, n'hésite pas, c'est avec plaisir. Et je t'avais dit carrément, why not. Et je t'ai appelé il y a 2 jours en te disant en fait il se trouve que je rentre en week-end rapidos dans la région de Lille et donc pourquoi pas en profiter pour discuter ensemble. Et tu m'as dit t'es le bienvenu, viens machin. Donc on est arrivé à 12h45, on a fait un tour des vignes ensemble. Ce soir on va dormir proche des vignes dans le gîte que t'as aussi ici. On a découvert un peu tout ça. Donc merci beaucoup pour ton accueil. Et je te propose de commencer comme n'importe quel épisode. Est-ce que tu peux commencer par te présenter? Eh bien, enchanté Antoine, sois le bienvenu au domaine Vin des 5. Donc je m'appelle Jérôme Grégoire, j'ai 55 ans, père de 3 enfants et élément important, membre d'une fratrie de 5 frères et sœurs. Ce sera important plus tard de le comprendre pour la suite de l'histoire. Je suis diplômé en économie appliquée dans une université anglaise. J'ai commencé ma vie professionnelle dans le contrôle de gestion pendant une dizaine d'années dans la grande distribution en Belgique et en Turquie. De retour en Belgique, je suis passé de l'autre côté de la table, à savoir j'ai rejoint le groupe Ferrero, dans lequel j'ai exercé des métiers comme le contrôleur de gestion, directeur du trade marketing, responsable des grands comptes et accessoirement directeur général. J'ai exercé ces métiers en Belgique et en Grèce, où on s'est expatrié en famille pendant 4 années. Je suis revenu en Belgique où j'ai pris la présidence de la biscuiterie Delacre pour terminer en 2018. Période qui correspond au moment où nous avons lancé avec la fratrie ce projet magnifique de développement d'un projet vitivinicole ici à Coutouin. Donc tu l'auras compris, il n'y a pas d'antécédents dans le vin, pas de formation particulière dans le vin, si ce n'est une éducation hédoniste au grand vin de Bourgogne, où nous avons été biberonnés avec les grands vins de Bourgogne, et en particulier le Chambol-Musigny, donc je m'en rappellerai toujours par mon père. Et donc voilà, ça c'est ma petite histoire. Donc t'avais aucune attache au monde du vin, et qu'est-ce qui s'est passé pour que on arrive à se rencontrer aujourd'hui? Alors, c'est un subtil équilibre entre un lieu et un esprit de famille qui voulait transmettre un
un projet aux générations futures. Quand je parle de lieu, c'est le massif forestier que tu as juste derrière moi, qui est dans la famille depuis une vingtaine d'années et dont dans son centre il y a une cabane, la cabane Michel, qui est le départ de toutes nos balades, de toutes nos parties de pêche, de toutes nos rencontres familiales, et pour qui il était important pour nous de préserver cet endroit. Et donc, être propriétaire d'un bois, c'est un privilège, c'est un plaisir, mais c'est aussi une grande responsabilité par rapport aux générations futures. Et donc, en 2017, on a eu l'occasion, avec la fratrie, de pouvoir faire l'acquisition des 20 hectares de terres agricoles et le bâtiment de ferme qui est dessus, qui nous paraissait opportun de rajouter au massif forestier parce que cela représentait un ensemble et nous voulions absolument protéger cet environnement qui est outre magnifique, qui est d'une biodiversité intéressante. Et donc, on a décidé de se jeter à l'eau, mais il n'y avait pas encore de vin. C'est-à-dire, on a juste fait l'acquisition d'une terre agricole et puis là a commencé nos réunions. On s'est assis une fois par mois et on a commencé à réfléchir à un projet. Assez rapidement, sans pouvoir en donner la paternité à l'un de nous, on est arrivé l'idée de planter des vignes. Pourquoi des vignes? Parce que on est à 500 mètres de la Meuse, sur les coteaux de la Meuse, c'est plein sud, et avec une légère pente. Globalement, suffisamment intéressant pour en tout cas se poser la question de faut-il aller plus loin, analyser la structure du sol. On a analysé la structure du sol et on a questionné un spécialiste, un des rares spécialistes en Belgique qui s'y connaît dans cette matière-là. Et il est revenu vers nous assez rapidement pour nous dire que le sol est intéressant. Pourquoi? Parce que sur les 40 premiers centimètres, on a une structure argilo-limoneuse et puis à 40 centimètres, on est dans le schiste. Et donc là, on s'est dit, c'est bon, on peut se jeter à l'eau, on peut commencer notre projet viticole. On n'avait encore rien fait. Et là, on a commencé 2 discussions importantes entre nous 5. La première, c'est d'abord d'écrire ce que nous avions envie de faire. Là, ça a pris un petit peu de temps, mais il était important qu'on soit aligné sur le type de vin, le type de projet, l'ambition qu'on y mettait, l'énergie qu'on voulait y mettre, les freins. Donc, c'était important qu'on soit bien aligné. Donc, on a fait ce travail ça nous a pris quelques mois. Et puis, on s'est rendu compte qu'on était tous alignés. Et donc, on a pu entamer la deuxième discussion qui était le choix des cépages. Le choix des cépages, pourquoi? Parce que autant en France, quand vous êtes dans une région, vous avez un choix important, enfin limité des cépages que vous pouvez utiliser. En Belgique, c'est carte blanche. Donc vous pouvez mettre tous les cépages que vous voulez. Et surtout en Belgique, par rapport à la France, il y a une grande discussion sur va-t-on dans les cépages classiques ou dans les cépages interspécifiques. Et donc, on a passé 3 mois à parlementer entre nous, à trouver les bonnes idées, en tout cas à se poser les bonnes questions. Pourquoi? Parce que un des éléments importants de ce travail que nous avions fait sur la mission, la vision que nous voulions donner à l'entreprise, était la transmission à nos enfants. Donc, nous avions une vision très long terme. Et donc, naturellement, vous dites, à ce moment-là, je vais vers un cépage interspécifique. Pourquoi? Parce que je protège davantage la nature, je passe moins avec la bouillie bordelaise ou le cuivre, et donc ça a un intérêt environnemental qui est, ma foi, sur le papier intéressant. Néanmoins, nous avons pris finalement la décision de faire des cépages classiques. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, les cépages interspécifiques manquent de recul. Ils n'ont que 15 à 20 ans d'expérience. Nous faisons un projet familial, j'ai envie de dire, pour nos enfants. Et donc, nous voulions nous rassurer que dans 30, 40, 50 ans, ce que nous avons planté sera toujours en bonne santé. Et donc, c'était important pour nous de se rassurer. Donc, nous avons privilégié des cépages type classique. Ce que je trouve ultra intéressant dans cette aventure et dans toute la discussion qu'on va avoir ensemble, c'est que, alors t'es la première personne que j'interviewe en Belgique, d'une part, donc je suis curieux que tu me racontes un peu comment ça se passe, quelles sont les différences et autres, mais t'es aussi, je pense, la personne que j'interviewe le plus tôt dans son projet vitivinicole, dans son projet de domaine, de vin, etc. Et en fait, tout ce que tu nous as montré jusqu'à présent, j'ai vraiment l'impression de voir, on en discutait juste avant là, en voyant des bouteilles, mais j'ai vraiment l'impression de voir le début de quelque chose. Et donc j'ai vraiment envie que tu me racontes un peu les différentes étapes
par lesquelles t'es passé, par lesquelles vous êtes passé, du coup, avec tes frères et sœurs, pour prendre les décisions, faire certains investissements, prioriser aussi entre deux éléments, puisque quand tu commences, tu peux pas tout faire forcément. Que tu me racontes aussi l'histoire de cette première bouteille qu'on a dégustée tout à l'heure. Donc voilà, donc ça fait beaucoup de choses, mais déjà, est-ce que tu peux peut-être nous raconter, si tu t'en souviens, mais la première discussion que vous avez eue avec vos frères et sœurs, donc bon, il y a un moment donné où vous vous êtes dit ensemble, ok, on va faire du vin, ok. Après, vous avez décidé de vous voir tous les mois pour parler de ça. C'était quoi la première réunion? C'était quoi le sujet de cette première réunion? Comment est-ce que vous avez commencé? Vous avez dit bon bah on va faire du vin. C'est quoi le plan? Enfin, comment on fait quoi? Non, alors, c'est une très bonne question. Une fois que l'idée de planter une vigne était mise sur la table, on a commencé aussi un petit peu à s'intéresser au monde viticole belge. Et donc, une des premières choses que nous avons fait, c'est justement, dans cette cabane qui est au milieu des bois, c'est de faire une après-midi où on a acheté à peu près tout ce qui existait en vin belge et nous avons goûté toute l'après-midi. Les vins belges pour un petit peu comprendre ce qui existait. Est-ce que c'était quelque chose qu'on avait envie de faire? Est-ce que c'était quelque chose qu'on estimait qu'on pouvait améliorer? Évidemment, c'est très arrogant de le dire, mais en attendant, on voulait se projeter à 10 ans ou 15 ans en analysant ce qu'on avait. Donc ça, c'est une des premières choses qu'on a fait. Et la deuxième chose qu'on a faite, comme je te l'ai dit, quand on a reçu, j'ai envie de dire, les analyses de sol, qu'on a fait ces réunions, on a choisi les cépages, on a dit, on plante nos premiers 16 000 pieds. On a dit, on fait pas tout en un coup, on va essayer d'abord 16 000 pieds et puis on verra. C'est un peu naïf, mais c'est ce qu'on a fait. On a dit, ça va nous donner 3 ans entre le moment où on plante et le moment où on va devoir transformer notre raisin en vin. Ça nous donne un petit peu de temps parce que tout ça est venu, on a commencé en 2017, on plante en 2018, donc tout ça est venu un peu vite. Mais ok, l'envie est là, la vision est là, mais il faut créer une société, il faut engager notre premier membre du personnel, donc on a décidé de se cantonner à 16 000 pieds de vigne et puis on a commencé à se structurer. On a fait toutes les démarches administratives qu'il fallait. On a créé une société. On a monté les fonds et tout ce que vous devez faire pour quand vous engagez comme ça du capital important. Assez rapidement, les 2 premières années sont passées et la première question qui est arrivée, qui nous a un petit peu, j'ai envie de dire, demandé un peu plus d'énergie, c'était de dire, ok, quand notre raisin sera à maturité, que fait-on? Globalement, vous avez 3 options. Vous le faites faire à façon, vous faites une coopérative ou vous faites un chai. Et donc, le faire à façon en Belgique, il n'y avait qu'un acteur sur le marché qui, entre-temps, ne donne plus cette prestation-là. Donc, globalement, heureusement qu'on ne l'a pas choisi. Les coopératives, je suis parti rencontrer quelques responsables de coopératives en France pour comprendre la mécanique, les avantages, les inconvénients, les forces et les faiblesses de cette option-là. Et globalement, je suis revenu en Belgique en expliquant à mes frères et à ma sœur que il n'y a pas assez d'expertise en Belgique. Dans une coopérative, globalement, on met ensemble les vins, on a tous globalement la même conduite de la vigne, les mêmes cépages, et on amène de la compétence. En Belgique, comme je vous l'ai dit, c'est open bar en termes de type de cépage. Donc, ça veut dire que le voisin qui est à 1 kilomètre d'ici, il a des cépages interspécifiques. Il n'est pas en bio. Et il était intéressé de faire une coopérative. Mais nous sommes dans des cépages classiques. On est en conduite bio. Et donc, ça pose déjà un petit problème. Et en même temps, dans le principe d'une coopérative, de ce que j'ai compris, vous devez amener de la compétence. Et globalement, en Belgique, nous n'avons pas encore de compétences. Donc, ça veut dire que pour nous, le principe de lancer une coopérative, nous ne l'avons pas retenu et nous avons décidé de construire notre chai. Ok, donc une fois qu'on a pris cette décision-là, il a fallu trouver un bureau d'ingénierie viticole française, bien entendu, parce que ça n'existe pas en Belgique. Et nous avons décidé à ce moment-là de replanter. Pourquoi? Parce que un chai coûte beaucoup d'argent et que donc il est difficile d'amortir un chai sur 16 000 pieds de vigne en sachant que notre objectif est d'amortir le chai sur 30 000 pieds de vigne parce que ça nous permet à ce moment-là d'avoir une visibilité à 10 ans ou 15 ans, tandis qu'avec 3 hectares et demi ou 16 000 pieds de vigne, globalement vous n'arrivez jamais à rembourser votre investissement. Donc ça c'était la première partie, c'était la construction du chai.
Bien entendu, le bureau d'ingénierie viticole, quand il vient vous rencontrer, il commence à vous poser des questions pertinentes. Quel type de vin vous voulez faire? Quel type de vendange vous voulez faire? Comment vous voulez élever votre vin? On avait, ce que j'ai oublié de spécifier, nous avions décidé au début de ne faire que du vin blanc et du vin effervescent. Donc, on enlevait déjà tout ce qui était partie vin rouge. Mais donc, il vient poser des questions qui sont, entre guillemets, un petit peu embêtantes pour nous parce que on n'a pas les réponses à tout. Et donc, on est chaque fois obligé de se remettre autour de la table, de discuter et de prendre une décision qui va engager les futures années. Donc, on discute beaucoup et ce que nous avons fait à ce moment-là, c'est quand même d'essayer d'appeler l'une ou l'autre personne que l'on connaît dans le domaine du vin pour demander des conseils. Et mais sinon, assez rapidement, on a pu dessiner notre cuverie. On a trouvé l'architecte pour faire la carapace autour et nous avons planté les 18 000 pieds de vigne suivants en 2020. Donc en 2018, 16 000, en 2020, 18 000 pieds de vigne. Et nous avons renforcé l'équipe. Nous avons engagé notre deuxième collaborateur et nous avons engagé aussi une maître de chai, une Française, puisque la compétence vient quand même de France, il faut le rendre à César ce qui est à César. Donc, nous avons engagé une maître de chai française qui est venue 5 minutes avant que nous signions l'achat des cuves et qui nous a permis de corriger un petit peu le choix des cuves en prenant des cuves de plus petit format parce que nous voulons faire des vendanges parcellaires. Et donc, mais elle est arrivée juste à temps. Et donc, on est très content depuis lors. On a 3 salariés à temps plein. Et donc, ça, c'est les grandes étapes globalement depuis la création du vignoble jusqu'à aujourd'hui. C'est marrant parce que quand tu dis ça, je reconnais beaucoup de choses d'entrepreneuriat. On en parlait cet après-midi, tout à l'heure aussi au déjeuner. Et en fait, c'est fou de partir de zéro et de créer un vignoble comme ça. Mais en même temps, quand je t'en parle, au final, c'est assez méthodique et ça paraît un peu facile de l'extérieur. C'est en mode, en fait, on analyse les sols, on plante la vigne, on construit un chai, on récolte le raisin, on embauche des gens qui savent faire du vin, qui ont l'expertise, on a recours à des conseils externes, on presse, on met dans des cuves, et boum, ça fait du vin. Et tu vois, enfin, ça c'est la réflexion externe, et je pense avec du recul, mais quand toi t'es dedans, et quand c'est ton projet, et quand c'est quelque chose que tu mènes avec ta famille, qui gèle là-bas et tout ça, je pense que t'as un point de vue qui est complètement différent et que t'es en mode, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire, ou c'est quoi ce bordel? Non, c'est très pertinent, ton point de vue est très rationnel et juste. Mais c'est vrai que si nous l'avions fait comme tu dis, je pense que ça aurait même été un peu plus facile. Le problème, c'est qu'on ne le met pas dans cet ordre-là. Ouais. Les problèmes arrivent dans un ordre dispersé. Et donc, effectivement, vous n'avez pas prévu un gel, vous n'avez pas prévu un autre problématique, un problème climatique ou une maladie, peu importe. Mais globalement, c'est comme ça qu'il faudra le faire. Et effectivement, j'entends bien ce côté rationnel. Et a posteriori, c'est vrai que je le raconte comme ça, mais les éléments sont arrivés peut-être parfois dans un ordre dispersé, mais c'est cela, globalement. Il y a pas de secret. Pour faire du raisin, il faut suivre ces étapes-là. La seule différence par rapport à, j'ai envie de dire, à vigneron classique, c'est que on a la chance, puisqu'on est nouveau, de se poser à chaque étape les bonnes questions, d'aller trouver les gens compétents. Et donc, par exemple, tu le mentionnais, d'utiliser des cabinets conseils. Dans ce qui nous occupe, dans notre projet, notre maître de chai nous a recommandé, quand elle est arrivée, d'utiliser un cabinet bien connu en France, de Renoncourt. Et ça, parce que on est dedans, on peut se poser la question, on peut prendre le recul nécessaire pour dire oui, ça prend du sens. Je peux comprendre qu'un vigneron qui est en place depuis longtemps, c'est compliqué de prendre cette décision-là. Nous, on le prend. Personne des 5 frères et sœurs n'est en plein dans le projet pour l'instant. Donc, on prend toutes ces questions-là comme j'ai envie de dire, une question qui nous est posée, on doit amener une réponse. Alors oui, c'est vrai que ça coûte un peu d'argent, je le reconnais, mais on essaie d'apporter la meilleure réponse qui soit, toujours par rapport à ce que je t'expliquais, c'est-à-dire l'analyse, enfin ce que nous avons écrit avant, c'est-à-dire que la réponse qu'on va amener sera toujours en ligne. Comme on a une vision long terme, eh bien on va essayer de prendre une réponse qui est pertinente à long terme. Et si on faisait de la rentabilité outrance, eh bien on prendrait une autre réponse. Et donc mais
effectivement, c'est les étapes. A posteriori, quand je les explique ou quand on me pose une question, j'essaye d'être rationnel parce que, effectivement, j'ai envie de dire, dans la construction, c'est rationnel. Maintenant, les problèmes sont irrationnels, ils arrivent dans l'ordre dispersé et puis il faut y répondre quand ils sont là. Donc, mais ça, on ne choisit pas. C'est Dame Nature qui décide pour nous. Donc, ouais, c'est clair. Donc, du coup, tu nous disais, tu plantes, tes premières vignes il y a 3 ans. Ça 2018, donc 4 ans maintenant. Oui. Tu fais la première vendange l'année dernière. Oui. Dans un contexte qui est un peu particulier puisque c'est une année catastrophique. Catastrophique, ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que tu peux nous raconter justement cette première vendange parce que c'est à la fois une fête pour toi et en même temps ça a été ultra difficile donc c'est une fête et un désarroi. Je m'explique. Donc on est en 2021 en cours de construction du chai. La seule contrainte que nous avions demandé à l'entrepreneur, c'était de pouvoir réceptionner notre vendange en septembre, vendange 2021 en septembre, dans notre chai. Il a respecté sa parole, on a pu réceptionner notre vendange. Donc, nous étions contents sur ce point de vue-là. Par contre, en termes de viticulture, j'ai envie de dire, nous avions perdu 50% de notre récolte à cause du gel. 17 nuits à tourner dans la vigne pour essayer de protéger le gel avec nos 2 tracteurs. Malheureusement, on a perdu 50%. Et puis, nous avons perdu un autre 40% de notre récolte pendant l'été. Un été qui était très mauvais. Beaucoup d'oïdium et de mildiou. Un état sanitaire de la vigne vraiment compliqué qui nous a demandé une vendange qui a pris beaucoup de temps. On devait couper chaque grappe, nettoyer la grappe une par une pour enlever les baies qui étaient pas très appétissantes. Et donc, tout ça pour rentrer dans notre cuverie 2 fois 8 hectos. Une misère. Et donc, c'était très compliqué parce que on a planté en 2018. On est content de faire notre première vendange. Catastrophe. 8 hectos, 1000 bouteilles de vin blanc, 1000 bouteilles de vin effervescent. À savoir, je dis, une misère. Et donc là, on est content de faire ça en famille. Au moment où il y en a un qui prend un coup sur la tête, les autres sont là pour lui dire c'est pas grave. C'est vrai que les 3 premières années étaient des étés magnifiques avec un élevage, une vigne magnifique. Donc effectivement, c'est un peu compliqué que la première fois où on peut faire du vin, on prend cette mauvaise nouvelle sur la tête, mais on fait pas de la vigne sinon. Donc globalement, c'est un mauvais moment passé. On fait le dos rond. Heureusement, on le fait ensemble. Et donc, on a effectivement, comme je l'ai dit, 8 hectos de vin tranquille blanc et de vin effervescent. Le vin tranquille, c'est un assemblage de Müller-Thurgau et de Pinot Noir, un assemblage improbable que aucun de tes auditeurs n'aura jamais goûté et ne goûtera sans doute jamais à part toi. C'est-à-dire que c'est 63% de Müller-Thurgau et 37% de Pinot Noir. Pourquoi? Simplement parce que notre pressoir demandait 800 kilos minimum. Quand nous avons vendangé le Müller-Thurgau, nous avions 650 kilos. Et donc, nous ne pouvions pas faire tourner le pressoir au risque de le casser. Donc, nous avons renvoyé les vendangeurs, cherché le pinot noir, et Dame Nature a décidé en presse de assembler le Müller-Thurgau et le pinot noir. Nous l'avons fait, ne sachant pas ce qui allait se passer. Nous avions la volonté de produire un vin. Nous voulions, c'était un nouveau chai, une nouvelle maître de chai, une nouvelle vigne. Nous étions excités. En même temps, c'était un pari. Donc, je dois vous dire que pendant toute la durée de l'élevage du vin jusqu'au jour où on l'a fait découvrir à nos enfants, neveux et nièces, nous étions extrêmement stressés. Mais nous sommes très contents du résultat final. C'est dans cette bouteille qui s'appelle Avant-Première, on y retrouve toute notre passion, notre envie, surtout que les conditions pour notre maître de chai étaient très compliquées parce qu'ils ont travaillé dans le chai encore pendant tout l'hiver, tout le printemps, donc dans les vibrations, dans le bruit, donc pas évident. Et avec un été catastrophique, on est très satisfait du résultat. On lit dedans la promesse. Pour nous, on a fait une découverte. Une petite anecdote. On a fait la découverte à la famille. On a rassemblé tous les neveux et nièces. Donc, on est une fratrie de 5. On a 17 petits enfants. Enfants et donc on les a tous rassemblés et on a fait une découverte à l'aveugle. Donc, on avait acheté 6-7 vins belges et on avait mis une note dedans. Et on avait pris un pro qui animait la soirée et on leur a pas dit où était le nôtre.
Et après chaque vin, on discutait, vous aimez bien, vous aimez pas, et donc on prenait les points. Et quand le nôtre est arrivé, on n'a eu que des compliments. Et c'est simple, c'est des enfants. Enfin, le plus grand, il a 31 et le dernier, il a 12. Et donc, mais pour nous, sans qu'ils le sachent, parce que pour nous, c'était important, cet élément-là, sans qu'ils le sachent, la maître de chez s'est mise à pleurer et nous, on était émus. On était émus. C'est pas un grand vin. Il va pas rester 20 ans dans notre cave, mais comme tu le dis, on a commencé en 2018, on a mis beaucoup d'énergie, beaucoup de passion, beaucoup de temps, et le fait d'avoir de nos enfants, c'était amusant. C'était amusant, ça nous a émus, et comme je le dis, c'est la promesse qui est dedans, qui nous passionne. C'est pas le produit en lui-même, il est bien, mais c'est surtout ce qu'on est capable de faire avec une jeune vigne. Donc on se dit, dans quelques années, on aura beaucoup de plaisir. C'est clair, incroyable cette histoire de dégustation avec les enfants à l'aveugle comme ça devait être. C'était très très émouvant. Ouais. C'était très très émouvant parce que ils sont là, on les informe tous les 3-4 mois de l'évolution du projet. Pour eux, parfois, ça ne leur parle pas parce que on leur explique. Ils sont intéressés, mais de loin. Et la jeune génération, souvent, ils donnent des conseils, mais ils restent là-bas, ils ne viennent pas les appliquer. Donc, on les venait rentrer un peu dans le projet. Donc, c'est parfois difficile, mais ils sont à l'écoute. Pendant 2 ans, on a fait je vais pas appeler ça des cours d'œnologie. On a fait une vulgarisation au monde du vin. Une fois par mois, on a invité tous les neveux et nièces à venir, où on a trouvé quelqu'un qui était passionnant de venir nous parler du vin. On a fait des verticales, on a fait le chardonnay à travers le monde, on a fait le champagne. Mais pour nous et pour nos enfants, d'apprendre à parler du vin, de comprendre le vin, la complexité du vin, pas de l'étudier de façon scientifique, académique, parce que globalement, comme je vous l'ai dit, ça va de 31 à 12. Même ce 12, il venait pas trop à ce cours-là, mais ça va de 31, on s'arrêtait à 17. Mais après, il fallait pas non plus les fatiguer. Il fallait juste l'idée, c'était de les titiller, les émoustiller, en disant, il y a une vraie richesse. Quand un professionnel vient vous l'expliquer, et en plus, il est drôle. Donc, c'était vraiment passionnant. C'était vraiment passionnant. Et donc, on a terminé avec cette personne-là, justement, à la découverte d'avant-première. C'était une grande soirée. C'était vraiment très, très émouvant. Donc, incroyable. Là, du coup, vous avez fait votre deuxième vendange. Cette fois-ci, ça s'est beaucoup mieux passé. Effectivement. Donc, on a fait 2022. On a eu 3 très belles journées de vendange. On a plus ou moins rentré 135 hectos, toujours en vin blanc et en vin effervescent. Une très très belle qualité de raisin, une très très belle acidité. Je pense ça se présente assez bien. On a une réunion en famille justement le 1er décembre. Tout le monde est là. Je parle des 5 frères et sœurs, pas des petits enfants, pour discuter de potentiels assemblages. Donc avec notre maître de chai, notre consultant, parce que voilà, on a un moment où il est important qu'on décide combien de vins. Pourquoi? Parce que il faut faire les étiquettes, il faut faire l'histoire, il faut donc. Mais c'est très gai parce que tout le monde a répondu présent. Et c'est important parce que avant-première, comme son nom l'indique, c'est pas censé revenir, c'était juste pour essayer. Et j'ai envie de dire, la vraie vie, elle commence maintenant. Donc, c'est-à-dire que maintenant, nous devons commencer à dessiner l'histoire. Donc, c'est-à-dire que si je propose un vin d'un certain type, l'année prochaine, je vais proposer plus ou moins le même. Je parle pas en goût. Je parle si je propose un monocépage chardonnay. L'année prochaine, idéalement, je dois avoir un monocépage chardonnay. La même chose en Müller-Thurgau. Donc, il y a des responsabilités aussi dans les choix que nous allons faire par rapport à nos futurs clients, de cohérence. Quand vous êtes dans un restaurant, si vous avez une bulle d'une certaine qualité, l'année prochaine, vous devez avoir une bulle de la même qualité, pas le même goût, mais la même qualité. Donc, c'est le nombre de bouteilles qu'on va mettre sur le marché cette année-ci est important dans le sens où la réflexion est importante derrière pour savoir si on en met 2, 3, 4. Et donc ça, on doit faire ça en famille. Donc de nouveau,
La vigne est jeune, donc c'est ce que je disais aussi. N'allons pas trop vite rechercher le must de la qualité. Il faut rester aussi crédible. Notre vigne n'a que 5 ans, notre chai n'a que 1 an. Donc si vous arrivez déjà aujourd'hui avec même si le produit est exceptionnel, je pense qu'il faut un peu de cohérence. Je pense que on peut être très bon, mais je ne pense pas qu'on peut faire un vin exceptionnel après 2 ans d'existence. Donc, c'est notre point de vue. Et donc, on a cette réunion où on va un petit peu partager ensemble les forces et les faiblesses des différents assemblages, et puis on va décider ensemble. Et tu vas te confronter à des nouvelles problématiques. T'as un peu fait le 0 to 1, il n'y avait pas de domaine, maintenant il y a un domaine, vous faites du vin, mais là, vous allez passer à... on a un domaine, mais on fait 10 000 bouteilles, donc non seulement il faut les faire, les stocker, les vendre après, même la logistique, faire en sorte de les faire partir au bon moment avec le bon transporteur, au bon endroit, etc. Oui, tout avoir des retours de casse, avoir une bouteille pour laquelle c'est mal passé dans l'eau, quelque chose comme ça. Enfin, c'est. Et puis nous avons beaucoup de demandes. C'est tout à fait juste. Nous avons beaucoup de demandes ici de gens qui voudraient bien venir au chai, déguster du vin, acheter du vin. Jusqu'à présent, on a chaque fois expliqué gentiment qu'on n'accueillait pas les personnes, non pas qu'on ne les voulait pas, mais c'est parce qu'on n'a pas de vin à vendre, puisqu'on avait 1000 bouteilles les passées, on les a vendues en une journée. Donc, mais là, à partir de l'année prochaine, ça devient un petit peu plus sérieux. Il va falloir que nous organisions un certain nombre de journées portes ouvertes, d'événements, d'ouvrir le chai de façon un peu plus fréquente. Et puis, il va falloir que nous allions nous confronter au monde des restaurants, des grossistes, des cavistes, des commerces de proximité. Donc, c'est toute une démarche et pour ça, il faut avoir une cohérence dans l'histoire et c'est effectivement le chemin que je vais prendre l'année prochaine. Donc, parce que maintenant, il va falloir démarcher un petit peu. On ne vendra pas juste que au chai. Quand on a 10 000 bouteilles, il faut quand même sortir de sa zone de confort et aller rencontrer nos futurs consommateurs. On va faire un petit détour maintenant, mais pour moi, c'est la première fois que je viens en Belgique. On en rigolait tout à l'heure quand on était dans les vignes. Je te disais, si on m'avait dit il y a 3 ans, quand j'ai créé ce podcast, que je me retrouverais dans des vignes en Belgique à déjeuner au soleil en 30 octobre ou en 1er novembre, j'aurais halluciné. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la viticulture en Belgique? Donc tu nous disais que c'était relativement open bar sur les choix techniques que tu pouvais faire dans la vigne, mais est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça se structure? Donc c'est majoritairement du blanc et de l'effervescent de ce que j'ai lu dans les choix qui sont faits ici, mais est-ce que tu peux nous dire un peu à quoi ça ressemble? Alors en Belgique aujourd'hui il y a plus ou moins 800 hectares de vignes plantées pour un total de 2 millions de litres en 2020 et 1 300 000 litres de vin en 2021 parce que l'année était mauvaise. Ça reste, j'ai envie de dire, un vin de niche. Ce que je veux dire par là, c'est que si on se compare au Luxembourg, ils produisent 10 millions de litres de vin par an. Le Luxembourg, je vous parle pas de la France, tu as plus de chiffres que moi, on doit être à des milliards et des milliards, donc de litres, ou en tout cas des centaines de millions. Donc aujourd'hui, le vin belge, il est vraiment à ses débuts. Il y a plus ou moins 400 domaines en Belgique, dont le plus grand fait plus ou moins 30 hectares. Donc c'est vraiment, ça reste petit. Mais comme je l'expliquais tout à l'heure, le vin belge se développe très très vite. Je t'ai expliqué tout à l'heure que nous avions fait en 2017 une après-midi dans les bois pour déguster un petit peu ce qui se faisait dans le marché belge. On a refait cet exercice quelques années plus tard et c'était impressionnant de voir comme tous les domaines s'améliorent. Et donc, il y a une vraie, j'ai envie de dire, sans paraître prétentieux, une vraie professionnalisation du monde du vin en Belgique. Et donc, on voit vraiment que la qualité augmente. Principalement parce que il y a, je pense, le fait que beaucoup de Français, que ce soit les sociétés, les professionnels, mais aussi les personnes viennent s'installer en Belgique et apportent ce savoir-faire. Pas que, je précise aussi qu'il y a des Belges qui font très bien du vin, mais il y a rien à faire. Vous avez des siècles d'histoire, vous avez en France une certaine connaissance, et donc je pense que le vin belge est en train de progresser. Maintenant, le vin belge ne sera jamais du vin français. Donc, je pense que le vin belge, il a sa typicité. C'est essentiellement, comme tu l'as dit, du vin blanc
et du vin effervescent. Il y a un petit peu de vin rouge, mais c'est beaucoup de pinot noir et quelques interspécifiques. Je mettrai ça à la marge. Mais les conditions sont très différentes par rapport à la France. Pourquoi? Parce que la législation est très différente en Belgique. Élément qui est très très important, si je prends un point de vue entre guillemets business une seconde, c'est que le Belge boit énormément de vin. Les Belges boivent 300 millions de bouteilles par an, essentiellement du vin français. Et donc ça, au point de départ, avant qu'on ne commence, c'était quelque chose dont on avait le sentiment. Après, on a lu un peu, on s'est renseigné. Donc le Belge boit énormément de vin. Donc globalement, c'est une bonne chose dans le cadre du développement de vin français. De vin belge. De vin belge, ouais. Maintenant, par contre, il y a d'autres contraintes par rapport au vin français qui sont très compliquées. Et là, il va falloir que, dans le temps, on puisse travailler un petit peu avec les autorités. C'est que le niveau de taxation ne fonctionne pas tout à fait de la même façon. Je vais donner un simple exemple. Pour une bouteille d'effervescent belge, je dois payer 3,20 € avant d'avoir commencé à la mettre sur le marché, d'accise. Donc, on se demande parfois pourquoi les vins ou les vins effervescents belges sont beaucoup plus chers que les vins français, parce que c'est vrai qu'ils sont plus chers. Mais évidemment, le système de taxation n'est pas tout à fait le même. Nous devons payer des accises, alors qu'en France, vous payez effectivement, maintenant je ne sais pas si vous voyez encore la Marianne, mais enfin vous devez payer la Marianne. Dans le vin tranquille, c'est 60 cents, c'est un peu plus raisonnable. Mais donc, on a une petite complexité supplémentaire par rapport au système français. Mais sinon, pour répondre à ta question par rapport au vin belge, je pense qu'il y a un potentiel et on est à l'aube d'une longue histoire. C'est ce que je vois. Les domaines, ils en poussent comme des champignons pour l'instant. Ils sont souvent entre 3 et 8 hectares, mais ça pousse. Donc, je pense que, est-ce que c'est le réchauffement climatique? Est-ce qu'il y a une vague? Pourquoi est-ce que nous on est là? Je veux dire, c'est la même question. Pourquoi est-ce que nous on est là? Il y a une raison, une histoire, et les autres personnes ont leur histoire. Mais je pense qu'il y a un essor du vin belge, et je pense que d'ici quelques décennies, nous allons pouvoir vraiment produire quelque chose d'excellent. On produit déjà quelque chose qui est très bon, mais je veux parler de vin de garde, on ne veut pas faire comme en France, on veut faire autre chose, mais je pense que le potentiel est là. Et les compétences sont en train de monter de France. Donc, Et tu me disais aussi que tu sens un engouement local ou en tout cas Alors tu parlais de cette journée porte ouverte que vous avez fait où au final quasiment 1000 bouteilles sont parties, les 1000 bouteilles de ton avant-première sont parties quasiment à ce moment-là. Mais tu me parlais aussi des vendanges où tu avais beaucoup de personnes des alentours qui se posaient la question de savoir si elles pouvaient venir, comment est-ce qu'elles pouvaient vous donner un coup de main. Donc tu sens aussi cet engouement local sur le domaine? Oui, c'est aussi une des raisons, effectivement, je ne l'ai pas signalé, mais c'est une des raisons aussi importantes dans notre projet, c'est de développer cet aspect local. C'est-à-dire qu'on a tous dans notre consommation au quotidien ce besoin de retrouver, d'acheter local. On est toujours perturbé quand vous voyez dans une grande surface une offre d'un vin chilien, 1+1 gratuit à 4 €. Et vous dites non, c'est pas possible. Et donc on est tous perturbés par ça. On a tous envie, dans les différents éléments qui composent notre alimentation, d'essayer d'être un peu plus local. On le fait sur les fruits et légumes, on le ferait dans trop d'aspects. Et nous, dans le vin, on pense que nous pouvons répondre à cette demande des consommateurs. Et effectivement, comme tu le dis, les gens ici, dans le village, répondent présents, ils veulent venir. Effectivement, nous avons organisé la journée porte ouverte. Elle était destinée que aux gens des villages avoisinants. Donc, on n'a pas annoncé nulle part ailleurs. Et au niveau des vendanges, nous avons fait un appel sur les sites locaux. Et je te dis, nous avons fait 3 jours de vendanges, 70 personnes le premier jour, 50 personnes le deuxième jour, un jour de semaine, et 110 personnes la dernière journée. Et donc, c'est passionnant parce qu'il y a un engouement, mais ils le font sérieusement. Ils ne viennent pas juste pour venir voir, le domaine, parce qu'en plus, ce jour-là, on visite pas la cuverie, on ne fait que vendanger. Donc, c'est pas une journée de visite de la cuverie, on vendange.
Effectivement, on fait la fête à partir de midi, mais il y a un engouement local. Je suis assez d'accord avec toi, et c'est ce qui nous anime aussi. Donc l'idée, c'est notre rêve serait de vendre notre vin au chai et autour du chai. Et effectivement, je pense qu'avec les 10 000 bouteilles, économiquement, globalement, je vais agrandir le cercle et j'espère ne pas devoir aller trop loin pour vendre mes 10 000 bouteilles. Mais le principe, c'est celui-là. C'est comme ça que je l'ai construit au début. C'est marrant parce que je pense que si moi je faisais du vin, aujourd'hui mon rêve ce serait un peu l'inverse. Ce serait plutôt d'avoir mon vin partout dans le monde et me dire, tu vois, si je voyage un jour, je peux aller au resto, ouvrir une carte des vins et voir mon vin à la carte. Tu vois, et me dire... alors je vais pas le commander parce que je le connais, mais je serai en mode ok, on est là quoi. Mais alors c'est amusant parce qu'au moment où de la construction du plan financier, effectivement, j'ai essayé de splitter l'ensemble de mes canaux de distribution et je me suis exclu pour l'instant l'export et la grande distribution. Non pas que je les aime pas. Je dis simplement, je ne suis pas sûr d'en avoir assez pour ces canaux-là. Et puis, bien entendu, quand tu pars à l'export, tu as d'autres frais, qui soient des frais d'expédition, des frais de respect des législations. Et donc, aujourd'hui, c'était pas dans le business plan et c'était pas dans la DNA du projet. La DNA du projet, si tu te rappelles, c'est je veux protéger un lieu, mettre en avant un lieu. Et donc, si tu veux partir à l'export, c'est un petit peu perdre un petit peu. C'est peut-être un truc d'ego plus qu'un truc de... Exactement. Je me fais plaisir, je vais ma bouteille sur une table à New York. Non, c'est pas aujourd'hui ce qu'on veut. Nos enfants feront ce qu'ils veulent. Nous, aujourd'hui, à 5, c'est pas le rêve qu'on a. Donc, le rêve qu'on a, c'est de pouvoir partager ce plaisir avec le plus de gens autour de nous. Et tant mieux s'ils habitent ici à côté. Et donc ça, c'est vraiment un élément essentiel du projet. Comment est-ce que ça se passe d'entreprendre avec ses frères et sœurs? Est-ce que c'est facile? Est-ce que aujourd'hui, à l'heure où je te parle, je te dirais c'est facile. C'est facile parce que dès le début, on a pris le temps de mettre à plat les attentes des uns et des autres, de bien comprendre ce qu'on voulait, ce qu'on ne voulait pas. Et donc, aujourd'hui, on a un mode de fonctionnement qui est très simple. Quand il y en a deux qui sont d'accord, on décide. Et donc, ce qui permet de prendre rapidement les décisions. Ça ne veut pas dire qu'on prend toutes les décisions rapidement. La chose, c'est éviter de devoir chaque fois faire des appels à 5, des réunions à 5, juste pour valider telle ou telle décision. Et donc, c'était important à partir du moment où on est tous alignés sur ce qu'on veut faire, sur globalement la vision du produit final, la vision de ce que je te disais. On vient d'en parler, vendre notre vin à l'export. Aujourd'hui, si tu poses la question séparément dans 5 pièces aux 5 membres de la famille, il y en a pas un qui va te dire, oui, on va vendre notre vin à l'export. C'est pas aujourd'hui. Il ne faut jamais dire jamais, mais c'est pas aujourd'hui dans la DNA du projet. On n'a pas envie, donc on a vraiment essayé d'écrire en détail ce que nous voulions faire. Et comme je te l'ai dit, le fil rouge se lit dans les 5 documents, qui fait qu'aujourd'hui, je peux prendre une décision. Je sais que ça lui convient parfaitement. Et ce qui n'empêche qu'une fois par mois, on se voit, on explique les décisions qui ont été prises, on les valide. Et quand les décisions sont peut-être un peu plus importantes, bien entendu, quand on parle de refinancement ou quand de recapitalisation, ce genre de choses-là, oui, bien entendu, on discute à 5. Mais je veux dire, pour la gestion au quotidien du vignoble, on doit acheter un tracteur, il y en a 2 qui décident et on avance. Parce que sinon, ça devient trop compliqué et en plus, nos agendas sont parfois difficiles à aligner. Je te parlais tout à l'heure de cette fameuse réunion du 1er décembre où on va travailler les assemblages. Je l'ai fixé il y a 1 mois et demi parce que sinon, c'est juste pas possible d'avoir une date où on est tous les 5 là. Donc voilà, d'où cette facilité. Donc aujourd'hui, ce n'est pas dur de travailler à 5 parce que on a cette facilité-là. On peut décider à 2. L'autre élément qui est important, qu'on a clarifié au début, je vais pas dire qu'on balbutiait, mais maintenant on a clarifié chacun ses zones de compétences. Donc, j'ai un de mes frères spécialisé pour la viticulture, j'en ai un spécialisé dans le marketing, j'ai ma sœur qui fait toute l'administration, et donc on a chacun un petit peu sa spécialisation, ce qui fait que j'ai une facture à payer, je ne vais jamais la payer moi-même, je la donne à ma sœur. Mais par respect par rapport à son travail, par respect par rapport à la cohérence, chacun a sa zone de responsabilité
Et ce qui fait que, globalement, si j'ai une question qui ne me concerne pas, j'appelle la personne compétente et je laisse décider. Ça demande un petit effort. Ce qui est amusant, c'est que c'est pas un effort entre nous, c'est un effort par rapport à l'extérieur. Je m'explique. Quand un chef de culture me pose une question, est-ce que je dois faire ceci ou je dois faire cela, je suis tenté de lui répondre. Et je dois me faire violence pour ne pas lui répondre en lui disant « Non, ça tu vois avec Damien. » Parce que c'est sa sphère de compétence. Je sais ce que Damien va te dire, mais je vais pas le dire parce que sinon, on commence à dire des choses et peut-être que Damien va dire autre chose. Mais non, chacun doit garder sa zone de responsabilité parce que sinon, on se marche sur les pieds et surtout, à ce moment-là, on devient inconsistant par rapport à notre personnel. Donc, c'est important qu'ils aient toujours la même parole, dans la même direction et pas qu'il y en ait un qui dit blanc et l'autre qui dit noir parce que sinon, après, ça crée un dysfonctionnement dans les équipes. Ouais, et parfois dur à respecter aussi quand t'es nombreux comme ça ou quand t'es sur le coup de quelque chose, de pas donner la réponse. Je comprends. On se fait violence. Hein. Enfin, en tout cas, moi personnellement, ça me demande beaucoup d'efforts parce que je suis celui qui est le plus présent ici, et donc je suis celui à qui on pose le plus de questions. Et donc, mais néanmoins, je dois vraiment me dire. Et si vraiment, malheureusement, un jour j'ai dû décider, j'appelle directement le concerné pour lui dire. Comme ça, j'ai aplati tout de suite le problème. Mais ça demande un petit peu d'effort, oui. Et c'est marrant que vous ayez choisi comme règle de dire dès lors que 2 personnes sont d'accord, on fait les choses. Parce que instinctivement, quand on est 5, on aurait plutôt tendance à dire dès lors que 3 personnes sont d'accord, on fait les choses. Et du coup, je suppose que tu te retrouves dans un truc où en fait il y a toujours une 3e personne qui est pas tout à fait d'accord ou un truc du genre et du coup ça bloque un peu ou quand ça demande trop de temps. Eh bien, oui, mais tu as raison. Ça s'est fait naturellement. Je pense qu'on ne s'est jamais dit au début. Il faut qu'il y en ait toujours 2 ou 3. Ça, on a avancé, on a pris les décisions à 2, parfois à 3, et on s'est rendu compte que globalement, il y avait jamais de mauvaises décisions prises. Et donc, à partir du moment où on est 2, l'autre personne qui va décider avec toi, il sait très bien que il doit jouer l'œil de Moscou, c'est-à-dire qu'il doit venir challenger globalement ma décision. Donc, c'est lui qui va venir me dire « Ah, Jérôme, est-ce que tu es sûr ?» Et donc il va parler au nom des 4 autres. Et donc c'est ça le principe. Donc je ne dois pas juste le convaincre lui, je dois déjà avoir imaginé ce que vont penser les 4 autres globalement avant de prendre une décision parce que je sais que le 2e va venir jouer ce rôle de challenger. Et donc ça c'est important parce que maintenant on pourrait en mettre 3. Parfois on est 3, mais il y a pas, on ne sent pas, on ne sent pas qu'il y a une valeur, il y aurait une plus-value, il y a une valeur ajoutée à être un de plus dans la prise de décision. On a surtout l'impression qu'on va ralentir la décision et que, on va prendre une semaine de plus pour prendre la décision. Oui, mais quand un chef de culture vous pose une question, il veut la réponse aujourd'hui ou demain. Donc, le matin, on est en voiture, on prend un WhatsApp, on se donne un coup de fil, hop, on décide. Et donc, mais l'autre, il est pas prêt. Donc voilà, c'est 5, donc c'est un petit peu compliqué. On n'est pas un bureau où il y a quelqu'un qui est là, on prend le téléphone, il est tout le temps là. Ça fonctionne pas comme ça. Chacun a sa vie professionnelle. Et donc, ce qui fait que on a essayé de simplifier. Jusqu'à présent, ça fonctionne. Je sais pas combien de temps ça va fonctionner. Je pense que ça fonctionnera longtemps, mais c'est possible qu'à un moment donné, on doive mettre un autre cadre plus important. Pour l'instant, on n'avait pas beaucoup de bouteilles à vendre. Pour l'instant, globalement, on ne fait qu'investir. On ne doit pas encore gérer des revenus importants. Donc, peut-être ça se complexifiera quand on aura plus de revenus. Mais on se posera la question à ce moment-là. Vous avez aussi construit un gîte, un tout petit peu plus bas, donc un tout petit peu plus bas que le chai, qui est sympa, qui peut accueillir une 12aine de personnes. C'était un souhait aussi dès le départ d'avoir un lieu comme ça pour héberger du monde, faire visiter vos vignes. Alors c'était effectivement un lieu pour avoir une expérience. En fait, l'idée et tu l'as compris tout à l'heure ici, c'est que cet endroit, pour nous, on le trouve magique, on veut le préserver, mais on veut le partager. Et donc, on trouvait que rien que tel que venir passer un week-end, une semaine, une nuit dans ce gîte où on est tout seul au milieu des bois, au milieu des vignes. Et donc, naturellement, dès le début, quand on a décidé d'aller dans la partie de planter des vignes, tout de suite, on a dit, le corps de ferme, on le transforme en gîte. On fait un gîte 4, un gîte 8 ou un gîte 12 si on ouvre les deux portes en bas et en haut. Mais l'idée est de partager l'expérience. D'où notre frustration au début des premiers clients qui sont arrivés parce que leur premier souhait c'était peut-on boire votre vin?
Malheureusement, on a dû dire non. Donc maintenant, cette année-ci, on a quelques bouteilles pour le gîte, mais elles sont terminées. Mais à partir de l'année prochaine, bien entendu, chaque gîte aura son petit frigo. Les clients pourront se servir autant qu'ils veulent, s'ils en ont envie. Mais vraiment, l'idée est de donner, quand on se met sur cette terrasse, cette grande table en chêne, avec un petit verre de vin blanc en bout de soirée, dans un silence absolu, c'est vraiment très, très agréable. C'est vraiment très, très agréable. Et donc, vraiment, l'idée ce qu'on a voulu développer, c'est l'expérience autour du vin. C'est que c'est vraiment, déjà ici sur la terrasse tout à l'heure, vous avez pu en profiter, mais alors, au gîte, c'est encore plus profond parce que c'est vraiment, on est plus au milieu des vignes et c'était l'idée principale. C'était de proposer une expérience complète, 360. On peut se promener dans les vignes, dans les bois. Il y a des balades qui sont préparées pour les locataires du gîte. Et donc, mais c'était le début. Dès qu'on avait décidé de faire de la vigne, on a transformé le gîte pour accueillir des gens parce que ça nous paraissait essentiel. Magnifique. Que vous soyez 4, 8 ou 12, sachez que vous pouvez venir passer un week-end ici, ou même une semaine, effectivement, comme tu le disais. Je crois que j'étais sur votre site hier pour préparer ce moment-là, et je crois que c'était aussi écrit pour un moment de télétravail, quelque chose comme ça. Donc, exactement. Si vous êtes en équipe, plusieurs freelances ou quoi, vous voulez venir passer une dizaine de jours ici, au milieu des vignes, faire des balades et tout ça... C'est très cool. J'ai essayé de trouver votre site internet, mais j'ai pas énormément de connexion là-dessus. Alors, c'est XXV House. Voilà. Donc le domaine s'appelle le domaine XXV ou le domaine 20 des 5 et le gîte c'est XXV House. Et ben voilà, donc très bien. Je pense que vous trouverez facilement 20 des 5. Je pense qu'il y a alors moi je pense que j'ai l'explication, mais vous êtes 5, vous faites du vin, donc ça me paraît à peu près obvious, mais dis-moi s'il y a une signification. Non, pas du tout. C'était simplement, on est 5, on avait envie de faire du vin, et donc pour nous c'était une accroche qui nous paraissait intéressant. Et donc il y a, si tu regardes le logo, il y a les 5 feuilles, et donc c'était la fratrie, et donc on voulait souligner cet élément-là. Donc mais il y a pas d'autre sujet derrière. Parfait. Alors dans ce cas, on avait le sens entier. Si tu avais l'occasion de te réunir à la fois où vous vous êtes dit on va faire du vin, ou alors de vous revoir au moment de la cabane où vous dégustez là les vins belges, et que tu avais l'opportunité de mentionner quelque chose lors de cette réunion que t'as pas mentionné, ou de dire quelque chose que t'as pas dit à cette époque, qu'est-ce que tu soulèverais? Très très bonne question. Je l'ai pas prévu celle-là. Je pense que j'analyserais peut-être un peu plus la palette de cépages que nous aurions pu planter en termes de blanc. On est resté très classique. Donc l'idée est de rester dans les cépages classiques, mais je pense qu'on est, dans notre classicisme, on est allé un petit peu à l'extrême. On a mis du Müller-Thurgau, du Chardonnay, et je pense que peut-être on aurait pu passer un tout petit peu plus de temps à essayer de trouver quelque chose qui s'accorde bien sur le schiste et qui pas de regret, mais j'aurais peut-être dit, prenons un peu plus de temps, partons aller découvrir un peu plus d'autres cépages, mais oui, je pense que c'est peut-être la chose que je discuterai un peu plus avec les frères. On est peut-être, comme je dis depuis le début, on fait des compromis, on est et on n'a pas de problème avec ça. Maintenant, c'est vrai que la définition des cépages, le choix des cépages qu'on a fait, en tout cas, en ce qui me concerne, je me dis, j'ai peut-être pas mis assez ma patte dedans. Et d'autres ont décidé, c'est très bien, j'ai pas de regrets. Mais je me dis, tiens, j'aurais peut-être pris un autre cépage. Je ne sais pas te dire lequel. Mais en tout cas, j'aurais voulu valider un petit peu plus le choix des cépages. Maintenant, on grandira encore, il sera toujours temps de faire l'exercice, et en plus, on aura acquis un peu plus de compétences. Donc, mais donc voilà, globalement, c'est je vais pas appeler ça un regret. Peut-être le seul conseil que je dirais, prenez bien le temps, parce qu'une fois que c'est planté pendant 50 ans. Donc, globalement, prenez bien le temps de la réflexion.
Mais donc voilà, c'est l'idée qui me vient. Je suis pas sûr que mes frères vont être contents de l'entendre, mais enfin bon, c'est pas très grave. Ce sera plus simple de leur dire comme ça que. Oui, je vais les appeler tout de suite après pour leur dire. À l'inverse, là, on est encore au début de l'aventure, du coup, donc ça fait 4 ans. Là, vous avez le premier vrai millésime entre guillemets qui va sortir, parce qu'il y avait l'avant-première avant, mais la première mise sur le marché vraiment qui va arriver. Je pense que je vois très bien ce que je peux vous souhaiter dans les 3, 4, 5 prochaines années à venir, même les 10 prochaines. Mais si on se projette un peu plus loin, c'est quoi votre vision dans 20 ans, dans 30 ans? Alors, tu me parlais effectivement, quand on plante, c'est plus pour les enfants que pour soi-même, mais qu'est-ce que vous souhaitez accomplir avec ça dans les 20, 30 prochaines années, dans tout ce que vous avez écrit et partagé? Alors, sans être arrogant, tout à l'heure, je te parlais de notre côté hédoniste et avoir été éduqué au grand vin de Bourgogne et entre autres le Chambol-Musigny. Je me dis, j'aimerais bien que dans 30 ans, les consommateurs pensent au domaine XXV comme tu penses aujourd'hui à un grand vin. Et que globalement, ils aient envie de découvrir l'histoire qui est derrière et que nos enfants auront été capables de maintenir cette histoire et d'y apporter au vin quelque chose de particulier. Parce que vraiment, notre souhait n'est pas de faire un Bourgogne, notre souhait n'est pas de faire un vin que tu as déjà goûté. Ouais, faire un vin d'ici. Voilà, c'est ça. Notre souhait est de faire un vin d'ici. Et donc, on voudrait bien essayer que le consommateur y retrouve la typicité du terroir, que l'on va découvrir. On va la construire avec lui, puisque on ne l'a pas encore. On a une terre magnifique, on a un sol, un sous-sol magnifique et une vigne magnifique. Mais donc, vraiment, ce serait mon rêve de dire dans 20 ans, dans 30 ans, tu donnes un vin à quelqu'un et tu dis, ah oui, ça vient de Courtois. Ça, je reconnais. Et ça, ce serait passionnant. Ça, ce serait passionnant parce que ça veut dire que on sera parvenu à amener le terroir dans le verre du consommateur local, pas à New York, donc éventuellement à Bruxelles, peut-être à Paris, peut-être, mais disons localement, à Namur, à Liège, donc autour de chez nous, mais où le consommateur peut toujours retrouver le caractère de l'endroit. Et ça, ce serait magique. On doit le faire. Il n'existe pas. Il va falloir qu'on le découvre nous-mêmes. Donc, mais ça, ce serait vraiment un beau rêve. Et donc surtout pour nos enfants, parce que ça veut dire que si on arrive à faire ça globalement, on se projette et ils ont une histoire aussi à raconter. Et donc c'est en même temps, c'est un beau projet familial et l'idée c'est de leur transmettre aussi ce côté transmission et donc on transmettrait le terroir et on transmettrait pas juste une société viticole. Ça globalement, tout le monde peut le faire. Mais ouais, mais c'est un challenge ou une vision en tout cas qui va demander du temps et bien entendu. On verra ce que ça donne. Écoute, mais tu m'as donné 20 ans ou 30 ans là. C'est vrai. Ah non, bah clairement. On a hâte de revenir dans 20 ou 30 ans pour voir ce que ça aura donné à ce moment-là. On sera un peu plus vieux, mais on pourra quand même revenir. Enfin, j'espère. Tu es bienvenu. Non, je pense que tu prends un engagement pour les générations futures. Mais il y a pas de souci. Écoute, ça fait déjà presque 1 heure qu'on échange ensemble. On arrive à la fin de cette première interview. Je suis sûr qu'il y en aura plein d'autres, mais j'espère avoir rempli la mission qu'on s'est un peu donnée au départ de défricher un peu tous ces éléments alors non seulement raconter l'histoire que tu racontais, mais aussi de défricher ces premiers éléments de comment on fait pour créer un vignoble, comment on fait pour créer un domaine, quelles sont les premières étapes. Enfin, moi, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup, donc je trouve ça ultra cool. Il me reste 3 questions à te poser qui sont assez traditionnelles dans ce podcast. Tu les connaissais puisque toi-même tu as écouté pas mal d'épisodes, donc tu les connaissais. La première, c'est est-ce que tu as un livre à me recommander sur le vin? Alors j'ai fait un print screen, donc je vais pas mentir aux auditeurs parce que je ne sais pas s'il est déjà sorti dans tes podcasts, je t'avoue, c'est Quel vin pour demain de Jérémy Kuckerman.
donc aux éditions de Notes. Donc je suis dedans, je l'ai pas totalement fini, je suis aux 3/4 du livre, mais je le trouve passionnant. Il est effectivement un peu compliqué à lire au début, parce qu'il est assez technique. Je suis pas un scientifique, je vous l'ai dit, je suis un économiste, donc c'est vrai qu'au début c'est un peu compliqué, mais plus on avance dans le livre, plus les questions sont pertinentes, les avis sont bien expliqués, et je trouve assez intéressant à lire. Et il pose de bonnes questions par rapport à nos défis de demain. Donc, je ne sais pas si tu es déjà sorti dans tes podcasts, mais en tout cas, celui-là me paraît très, très intéressant comme livre de chevet. Top. Mais écoute, je le lirai avec beaucoup d'assiduité. Et c'est vrai que c'est une question qui est passionnante. Enfin, il y a quelques livres qui se projettent là-dessus. On n'en a pas parlé sur comment est-ce que tu as fait pour acheter tes premières vignes, par exemple, mais il y a des questions qui se posent sur comment tu fais concrètement pour acheter des bois qui soient des bois de qualité, qui puissent durer dans le temps, eux-mêmes être clonés, etc. Plus tard, si tu fais une sélection dans le vignoble. Donc, toute la viticulture, comment est-ce qu'on l'envisage et tout ça, c'est, je pense, le sujet a beaucoup de transformations. Donc, passionnant. Est-ce que tu as une dégustation coup de cœur récente? Alors, il y a une dégustation coup de cœur. Tu as beaucoup entendu parler de Chambolle-Musigny aujourd'hui. Il y a quelques mois, j'ai dégusté un Chambolle-Musigny de 2007 du domaine Leroy. Et c'était surtout très amusant de me replonger dans les Chambolle-Musigny que notre père nous a fait boire avant. Et donc, c'était... je trouvais ça un vin très très féminin et j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. Mais c'était très subjectif parce que c'était globalement un rappel de ma jeunesse. Et donc c'est pour ça que tout le monde ne va peut-être pas apprécier, mais en tout cas en ce qui me concerne, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir parce que c'était ça m'a rappelé, on va dire, 30 ans de ma jeunesse et où on allait chaparder le Chambolle-Musigny dans la cave de mon père et c'était je me rappelle de l'année 1976. C'était, on en a bu à plus. Vous faisiez ça entre frères, vous alliez... On faisait ça entre frères et dès qu'on avait des amis à la maison, on descendait dans la cave, on allait prendre et sans trop le dire, c'était passionnant. Et je trouve d'avoir bu un Chambolle-Musigny il y a quelques mois. Waouh! C'était comme si on met un rêve d'enfant de nouveau devant les yeux et donc j'ai eu beaucoup d'émotions. Et alors pourquoi est-ce que j'ai en plus beaucoup d'émotions, c'est que ça m'a pas rappelé pourquoi je faisais du vin, mais maintenant je fais du vin, j'en faisais pas à l'époque et je me dis ben tiens, peut-être qu'il y avait ce petit jeu qu'on allait faire dans la cave en allant chaparder quelques bouteilles inconsciemment nous a décidé à faire du vin, peut-être, et peut-être que mes frères ont fait pareil. En tout cas, on y allait pas ensemble, on y allait séparément, hein, donc mais donc voilà, j'ai eu ce coup de cœur, c'était Madeleine de Proust. Oui, c'était rappel de ma jeunesse, vraiment pouf. Magnifique. Et ma dernière question, qui est tout aussi traditionnelle, c'est qui est la prochaine personne que je devrais interviewer? Alors, la prochaine personne, c'est Eric Boschmann. Eric Boschmann, c'est un ancien meilleur sommelier de Belgique. C'est quelqu'un de passionnant. C'est aussi un hédoniste, un épicurien. Et surtout, il fait maintenant des one-man shows autour du vin, aussi autour de la bière. Et c'est lui qui nous a aidé à vulgariser avec nos enfants le vin pendant ces quelques années. Et il est passionnant. Il est passionnant parce que c'est un puits sans fond de savoir, de connaissances. Il est amoureux des grands vins, mais il est aussi amoureux... il s'y connaît beaucoup. Alors, c'est vrai que nous, on est au début de notre connaissance en vin, donc on doit être très très respectueux de ceux qui s'y connaissent beaucoup. Et je dois dire que il est extrêmement drôle. Et donc, c'est vrai que quand on passait nos soirées devant les enfants, c'était chaque fois un one-man show. Mais il faut imaginer un one-man show autour du vin, ça donne un petit côté agréable. En plus, c'est bon, ce qu'on boit, on découvre, c'est intéressant, et en plus c'est drôle. Et donc, je trouve c'est un personnage dans le monde du vin belge qui a bien sa place, qui est bien implanté. Et donc, je trouve que il est passionnant. Il est passionnant et il te parlera du vin belge. Il est assez cash.
Donc, globalement, de temps en temps, il manque un peu de politiquement correct, on va dire, mais c'est assez drôle. C'est assez drôle. Donc moi, c'est ma recommandation en Belgique de quelqu'un qui s'y connaît bien dans le vin, et je trouve que tu auras beaucoup de plaisir à le rencontrer. Vous avez fait beaucoup de qualités, drôle, fort dans le vin, non politiquement correct et très sympa. Ça fait beaucoup de choses, et puis ça me permettra de revenir en Belgique pour échanger avec quelqu'un ici et de commencer à découvrir ce beau pays et à étendre un peu les frontières de ce podcast. Donc ça fait beaucoup de bonnes raisons d'interviewer. Merci pour cette recommandation. Écoute, on a fait un beau tour de tout ça. Merci d'avoir pris ce temps aujourd'hui. Et en plus, on est dimanche, on t'a sollicité un peu au dernier moment, donc mille merci de prendre ce temps avec nous. C'est vraiment agréable de venir à ta rencontre et de voir tout ce que tu fais ici, tout ce que vous faites avec tes frères et sœurs. Pour les personnes qui nous écoutent, venez découvrir le domaine. Je pense qu'on vous l'a donné envie. D'ailleurs, je voulais te poser la question, vous avez un e-commerce ou pas du tout? Alors, on l'aura à partir de l'année prochaine, puisque pour l'instant on n'a pas de bouteille, donc on l'a pas mis en ligne. Mais dès le mois d'avril de l'année prochaine, il y aura un e-commerce, oui. Ok. Donc, alors, mettez une date dans votre calendrier, vous mettez un rappel sur votre Google Agenda qu'il y a un e-commerce ici, comme ça vous pourrez déguster les bouteilles. Et puis si vous êtes de passage en Belgique, on est à Coutuin, donc entre Nevers, entre Namur et Liège. Pardon. Donc si vous êtes de passage par là, venez voir les vignes, venez au gîte aussi, ultra sympa. Et puis n'hésitez pas à les contacter ou à contacter Jérôme de ma part. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Jérôme, encore merci. Merci à toi et à bientôt.